Bonjour à tous, comme d'habitude, je vais laisser quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et en attendant, je vous propose de répondre à un petit sondage pour un petit peu mieux connaître notre auditoire. On va pouvoir débuter. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire du GEPRI sur la spécialité de la prévention du risque infectieux. Donc l'année dernière, on a fait la partie non médicale et cette fois-ci, on s'attelle à la partie médicale avec plusieurs intervenants qui vont essayer de vous expliquer la diversité de notre métier et puis aussi la formation, les formations possibles pour y accéder. Donc je vais vous partager pour les intervenants, on a quand même une grosse partie de l'auditoire qui n'exerce pas déjà en PRI, donc ils sont vraiment là pour découvrir la spécialité. Et on a un auditoire assez mixte en termes de profession. On va commencer par une présentation par Sarah Romano-Bertrand, qui est microbiologiste de formation, donc qui vous expliquera ça mieux que moi. Et je vais laisser tout le monde dérouler cette session qui sera modérée donc par Stéphane Savouroux et par Delphine Miliquin. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire et merci d'être présents. Alors, je vous partage mon écran. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Sarah Romano-Bertrand, je suis MCEPH en microbiologie hygiène hospitalière. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de mes fonctions au sein d'une équipe de prévention du risque infectieux. Et donc, je vais commencer par, si ça peut bien marcher, par mon parcours universitaire et ma formation à la recherche. Donc, je suis issue d'un cursus sciences pharmaceutiques au cours duquel j'ai aussi validé un Master 1 puis un Master 2 de recherche en microbiologie.
J'ai ensuite été reçue au concours de l'internat en pharmacie dans le parcours innovation pharmaceutique et recherche. Pendant mon internat, j'ai pu acquérir le DU d'hygiène hospitalière et également le DU de pédagogie médicale et base à la communication. Et j'ai initié mon doctorat d'université à la fin de ma première année d'internat sur une thématique de recherche en microbiologie et hygiène hospitalière. Et puis, donc, en 2014, j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien et mon DES d'innovation pharmaceutique et recherche pour mes travaux sur les infections bactériennes en néonatologie et principalement des épidémies à Staphylococcus aureus. Ensuite, en septembre 2014, j'ai été nommée assistante hospitalière universitaire. J'ai soutenu mon doctorat d'université en janvier 2015 et mes travaux de recherche portaient sur les microbiotes cutanés et chirurgicaux en chirurgie cardiaque. J'ai également débuté un nouveau projet de recherche sur les pathobiomes hydriques et leur implication dans les infections associées aux soins avec comme pathogène phare Pseudomonas aeruginosa. En septembre 2017, j'ai été nommée maître de conférence des universités et praticien hospitalier en microbiologie hygiène hospitalière au sein du laboratoire d'écologie microbienne du service de prévention des infections et de la résistance aux antibiotiques du CHU de Montpellier. Et j'exerce mes fonctions d'enseignement et de recherche à l'UFR Pharmacie de l'Université de Montpellier. Enfin, en janvier 2023, j'ai obtenu mon diplôme d'habilitation à diriger des recherches pour mes travaux sur les pathobiomes associés aux soins. Alors, pour vous faire un petit focus sur les rôles et les missions du microbiologiste au sein d'un laboratoire d'hygiène, déjà, une des principales missions, ça va être de sécuriser, maîtriser le risque infectieux lié à l'environnement de soins, et cela notamment pour les services pour lesquels il y a un risque particulier ou un environnement maîtrisé. Donc, c'est par exemple le cas pour les services d'oncohématologie, néonatologie ou encore réanimation. Pour ces services de soins, la stratégie de surveillance va reposer sur le profil de risque du service concerné en fonction du profil des patients pris en charge, mais également du type de soins prodigués ou également parfois de l'architecture des locaux. On va donc établir des points critiques à prélever sur la base d'une analyse de risque a priori et la stratégie de maîtrise va se baser sur la définition de niveau seuil et une conduite à tenir, une analyse de cause en cas de dépassement de ces seuils. Et donc là, vous voyez par exemple, sur ce plan, on a un module de soins dans notre service de soins intensifs d'oncohématologie. Ce type de profil de service est très à risque pour les patients puisqu'ils sont généralement en immunodépression profonde. Et nous avons défini au CHU de Montpellier une maîtrise du risque environnemental basée sur une surveillance très fréquente avec des prélèvements trimestriels. Nous allons à la fois prélever de l'eau, de l'air et des surfaces de soins dans les chambres des patients, les SAS et les salles de soins. Et les échantillons seront techniqués de manière à enrichir l'échantillon pour être le plus sensible possible pour la détection des micro-organismes. Une autre mission va être de surveiller la qualité microbiologique de certains dispositifs médicaux réutilisables ou certains matériels de soins. Et par exemple, on va contrôler les eaux des endoscopes en accord avec les textes et les recommandations des différentes sociétés savantes. On peut aussi établir de nouveaux protocoles suite à des alertes. Et pour exemple, on a les générateurs thermiques de circulation extracorporelle en chirurgie cardiaque qui étaient liés à une alerte internationale pour des infections post-opératoires à mycobactéries atypiques. Ça peut être aussi, par exemple, le contrôle des incubateurs pour les prématurés. Une autre de nos missions est de sécuriser l'environnement en cas de travaux, ces travaux pouvant monopoliser de la poussière et engendrer un risque d'aspergillose notamment. Donc cette sécurisation, elle est basée sur une visite de risque. On peut être amené à vérifier des confinements de chantier, on peut faire des tests fumigènes d'étanchéité dans certains cas, et puis également mettre en place une surveillance microbiologique de l'air pendant les travaux, notamment dans les services de soins contigus aux travaux et pour lesquels il y a un maintien d'activité. Et donc dans ce cas, on fera des prélèvements d'air pour détecter principalement les champignons filamenteux. Enfin, une des parties, je dirais, la plus intéressante de notre travail, ça va être l'investigation d'infections associées aux soins d'origine environnementale ou d'épidémies pour lesquelles un réservoir ou une source ou un relais environnemental va être suspecté.
Alors, c'est évidemment le cas d'infections graves à Pseudomonas aeruginosa, par exemple. Ça peut être pour des aspergilloses pulmonaires invasives ou encore des légionelloses nosocomiales. Et puis, quel que soit le micro-organisme, lorsqu'on a des épidémies prolongées à intervalles libres, on va suspecter le rôle de l'environnement hospitalier. Et on va aussi être amené à faire des comparaisons de souches cliniques et ou environnementales par des typages moléculaires. Alors, cette analyse de conformité des lots de lait de lactarium n'est pas systématique pour tous les laboratoires d'hygiène, mais principalement pour les hôpitaux pour lesquels il y a un lactarium. Au CHU de Montpellier, on a un lactarium à usage externe qui dessert tout le sud de la France. Et donc, nous faisons les analyses de conformité en accord avec la réglementation, les recommandations de la NSM et de l'Association des lactariums de France. Alors, si je dois résumer mes activités hospitalières, au sein du laboratoire, je suis la responsable des contrôles microbiologiques de l'environnement, comme je viens de vous le détailler. Je participe aussi à la mise en place du système qualité du laboratoire en vue des accréditations, même si elles ne sont pas obligatoires pour les laboratoires d'hygiène. On développe aussi tous les paramétrages d'analyse sur les logiciels de laboratoire d'analyse médicale. Nous, on utilise le logiciel GLIMS. Et puis, évidemment, la participation à l'encadrement des internes en médecine en pharmacie et des externes en pharmacie. Au sein du service de prévention des infections et de la résistance aux antibiotiques, je suis la référente de l'équipe opérationnelle d'hygiène pour l'endoscopie, la néonatologie, la chirurgie cardiaque et pour toutes les questions qui traitent de l'environnement hospitalier et de l'écologie microbienne. Je participe aux observations et audits de pratique, mais également à l'analyse des risques en situation infectieuse complexe ou lors d'investigations. Au sein de l'établissement, je copilote le groupe institutionnel de gestion du risque infectieux lié à l'endoscopie. Je suis membre du CLIN, membre également du CVI, qui est une instance locale qui se réunit une fois par mois. Je participe au groupe de travail transversaux sur la prévention du risque infectieux lié à l'air et à l'eau en lien avec la direction des travaux. Et puis, je suis membre de la revue des revues de direction du lactarium. Alors, en termes d'implication dans la recherche, je n'ai évidemment pas le temps de vous détailler mes différents travaux de recherche, mais ma thématique principale porte sur les pathobiomes associés aux soins, c'est-à-dire les communautés de micro-organismes qui vont promouvoir la sélection et la transmission de pathogènes opportunistes aux patients. Et cette thématique permet de donner une réponse intégrée à la gestion du risque infectieux environnemental. Donc, cette étude des pathobiomes, elle porte sur l'adaptation des bactéries pathogènes à diverses niches, sur la persistance environnementale et la résistance aux pressions hospitalières, et également les interactions complexes au sein de ces communautés microbiennes. Ces travaux de recherche me permettent d'améliorer la formation au risque infectieux environnemental et à sa prévention, dans l'objectif d'améliorer les pratiques de soins et la prévention des IAS. Sur l'activité de pratique hospitalière, ces travaux de recherche permettent d'améliorer la prise en charge des patients avec une meilleure évaluation, une meilleure prévention et maîtrise du risque infectieux environnemental. Ça permet également d'améliorer nos connaissances sur la pertinence des contrôles microbiologiques et évidemment d'être réactif face aux alertes. Je développe mes travaux de recherche grâce à des encadrements d'étudiants de différents niveaux, sur la base de l'expertise scientifique de mon équipe de recherche, mais également grâce à d'autres équipes du CHU de Montpellier, grâce à aussi des ressources techniques nombreuses, et puis par le biais de financement, soit par des appels à projets internes au CHU ou à des appels à projets nationaux ou internationaux. Alors, on m'avait demandé aussi de vous parler de la microbiologie de l'environnement dans la prévention de l'antibiorésistance. Donc, vous voyez sur cette figure est représenté le cycle de transmission des bactéries et de la résistance aux antibiotiques. La bibliographie nous montre que l'hospitalisation dans une chambre précédemment occupée par un patient porteur de BMR engendre un surrisque d'acquérir des BMR pour le patient suivant. Et donc, cette information nous montre bien que l'environnement peut servir de réservoir de résistance et notamment de résistome quand on se concentre sur l'ensemble des micro-organismes et des supports de résistance. L'environnement hospitalier, il est donc source ou relais dans la dissémination de la résistance aux antibiotiques. Et donc, évidemment, l'étude de cette dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques et des supports génétiques de la résistance dans l'environnement proche du patient permet d'améliorer l'évaluation d'un risque épidémiogène.
L'environnement hospitalier offre des niches complexes pour les micro-organismes, que ce soit dans les réseaux d'eau par exemple, mais aussi par rapport à des dispositifs médicaux complexes. Et puis, il ne faut pas oublier que certains services de soins ont une forte endémicité de la résistance aux antibiotiques, notamment par exemple les soins intensifs ou les réanimations. Et donc, cet environnement va être favorable pour la sélection de bactéries spécifiques, notamment grâce à différentes pressions, alors antibiotiques, antiseptiques ou biocides par exemple. Et cette écologie spécifique, elle est favorable à l'émergence et à la transmission de la résistance aux antibiotiques. Dans les pressions d'émergence et de transmission, il y a des pressions qui sont naturelles et qui sont liées à la compétition intercommunautaire, donc des différentes bactéries entre elles, y compris dans des environnements anthropisés. C'est par exemple le cas emblématique des siphons. Il y a des pressions qui sont évidentes, la pression antibiotique, antiseptique ou biocide, mais il y a aussi des pressions moins évidentes et on peut par exemple penser au cuivre, aux métaux lourds ou aux microplastiques. En plus de ça, l'environnement permet la formation de biofilms et ces biofilms, quand ils sont sous pression, ils constituent des hotspots de transmission des gènes de résistance entre les individus bactériens présents dans le biofilm. À l'hôpital, le patient est la principale source de résistance aux antibiotiques, notamment au sein de son microbiote digestif. Le patient contamine son environnement proche et je pense qu'il faut qu'on considère le patient et l'environnement proche comme une même unité de transmission. Cet environnement de soins, réservoir, relais entre patients, mais peut aussi servir de réservoir de transmission à l'échelle d'un service ou d'une filière de soins. On doit donc considérer l'environnement comme un continuum pour la dissémination de la résistance qui n'est pas restreinte aux patients et à l'environnement de soins, mais également en extra-hospitalier, environnement urbain et notamment via les hydrosystèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui est développé dans l'approche One Health, qui considère que l'environnement est le troisième compartiment à prendre en compte dans la lutte contre l'antibiorésistance. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup, Sarah. Tu as un parcours très riche et très, très varié. Notamment, c'était important de montrer qu'on pouvait passer de la microbio au terrain dans une OH via ton parcours. On a une petite question qui est comment tu t'es adapté et, sur le terrain et dans ta formation pour passer du côté labo recherche à la clinique, dans les services au terrain. Alors c'est vrai que c'est une adaptation, comme pour les micro-organismes, hein, qui est assez importante, une flexibilité. Je ne peux pas vraiment dire que je me sois complètement... il n'y a pas eu de mécanisme franc d'un passage de la microbiologie du laboratoire au terrain, puisque moi j'ai eu la chance finalement très très rapidement, dès le début de mon internat, d'intégrer une équipe opérationnelle d'hygiène et de développer à la fois des connaissances et des compétences d'hygiéniste type EOH pendant mes présences au sein de l'équipe d'hygiène et à la fois de développer une thématique de recherche très très tôt dans mon parcours professionnel en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment senti de besoin d'adaptation. Par contre, une acquisition de multi-compétences, en fait, on pourrait parler presque de couteau suisse finalement, enfin voilà, de pouvoir un peu réagir aux différents types de situations. Et après, par contre, l'adaptation, moi je pense que c'est notre métier d'hygiéniste qui fait qu'on est de toute façon adaptable, puisqu'il y a une part d'activité qui est assez routinière en quelque sorte, mais il y a aussi énormément d'activités auxquelles on n'est pas forcément préparé. Il y a toujours des nouveautés, des alertes, des investigations un peu particulières et qui vont nécessiter une adaptation. Donc ça va être surtout la capacité à bien comprendre un problème, à pas hésiter, je pense, à aller sur le terrain, interroger les cliniciens, les soignants, les personnels des travaux, hein, ça peut arriver aussi quelquefois, pour bien comprendre le problème et puis aussi être capable d'aller chercher des informations, soit auprès de collègues, soit auprès de la littérature scientifique aussi, pour bien construire son évaluation du risque et proposer des mesures correctives en fait. Ok, merci. Oui, donc c'est vraiment un métier très très riche et varié. Et ça doit être très intéressant de suivre le problème du service au laboratoire. En fait, tu es vraiment sur tous Oui.
les domaines. Ouais. On a la chance d'avoir le labo qui est intégré. En fait, on partage les mêmes locaux avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Donc, c'est vrai qu'on a aussi des interactions qui sont quotidiennes. Voilà, moi, quand j'ai des problématiques environnementales, je vais dans le bureau d'à côté discuter avec les collègues de l'EOH pour adapter des mesures, etc. Donc, c'est vraiment des interactions qui sont quotidiennes et très fortes. Je me sens pas isolée dans un labo, voilà. Ok. Merci. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu travailles dans d'autres hôpitaux ou tu fais que le CHU de Montpellier? Alors, je fais que le CHU de Montpellier, mais on est multisite, on a plusieurs hôpitaux. Mais le labo s'occupe de tout le CHU. On est à un peu moins de 3000 lits et donc on a un seul laboratoire et une seule équipe opérationnelle d'hygiène pour l'ensemble du CHU de Montpellier. D'accord, ok, Toutes les merci. spécialités médicales et chirurgicales, y compris de transplantation, qui sont réalisées au CHU de Montpellier. Donc, on a quand même un grand panel de maîtrise du risque infectieux. Ok. On n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais passer la parole au docteur Mélon, pardon, excusez-moi. Changer le présentateur. Je vous ai donné la main normalement. Ouais. Ok, super. Ouais, c'est bon. J'espère que On là, voit vous votre m'entendez bien. présentation. Oui. Vous voyez bien la présentation. Ok. Oui, c'est Et bon. bon, on y va. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. On va participer donc à ce webinaire. Donc, moi, je suis Guillaume Mélon, en fait, donc je suis médecin infectiologue et donc du coup, je crois que voilà, j'ai été invité aujourd'hui là pour participer, pour parler un peu de mon parcours d'infectiologue converti à la prévention du risque infectieux. Donc, j'exerce aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis à Paris. L'hôpital Saint-Louis, donc là, je vous ai mis une photo du carré historique. Hein, c'est pas là où on accueille les patients, mais c'est finalement un hôpital qui a la particularité d'accueillir des patients d'onco-hématologie. Donc voilà, donc on a plusieurs services d'hématologie, d'oncologie, des soins intensifs, un centre de traitement des brûlés, on fait de la greffe de moelle, de la greffe d'organes solides, et donc du coup, un service de prévention du risque infectieux qui trouve tout son sens. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, je vais parler un peu de mon parcours. Donc, moi, j'ai fait un internat à Paris, puis après un post-internat en maladie infectieuse et en médecine interne. Voilà, donc dans les années 2012 à 2016. Et puis après, donc, j'ai fait un Master 2 de santé publique. Et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir partir aux États-Unis faire de la recherche au Massachusetts General Hospital, donc à Boston. Voilà, une période assez riche et intéressante. Et puis, je suis revenu donc en 2020 donc, comme praticien hospitalier avec en fait 2 sites d'exercice clinique. Du coup, donc à la fois, j'étais praticien au sein d'un établissement de santé qui est un hôpital carcéral, l'hôpital de Fresnes, où j'étais donc l'infectiologue référent. Et puis, je partageais mon temps avec la mission COREB à l'hôpital Bichat, où là, on faisait vraiment de la gestion du risque épidémique et biologique. Et puis finalement, en fait, il y a eu une opportunité de pouvoir venir travailler à l'hôpital Saint-Louis, donc de venir travailler comme médecin en charge de la prévention du risque infectieux. Et donc, du coup, c'est là où cette conversion, entre guillemets, s'est opérée. Et donc, c'est un peu ça que je vais vous détailler aujourd'hui. Donc, la question là qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi je suis passé de la maladie infectieuse et tropicale à la prévention du risque infectieux. C'est vrai qu'en tant que médecin clinicien, je reconnais une vision un peu caricaturale probablement de la prévention du risque infectieux. Hein. Alors là, j'ai mis un dragon parce que j'avais souvenir d'une surveillante qui était un jour arrivée, une surveillante de prévention des risques infectieux qui était arrivée dans mon service et qui avait engueulé tout le monde parce que finalement, il y avait des problèmes et que ça n'allait pas. Donc ça, c'est la première image que j'avais. Et puis après, l'autre élément, effectivement, qui dit hygiène, pense à bio-nettoyage. Et ça, franchement, quand on est infectiologue, ça ne donne pas trop envie. Mais bon, ça, c'était des fausses idées. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai envie de vous convaincre aujourd'hui que c'est une spécialité super. L'autre élément, effectivement, qui est facilement associé à la prévention du risque infectieux, c'est la boîte à coups, finalement, qui nous permet, nous, de prévenir ou d'expliciter un peu les problématiques liées à la transmission croisée maniportée.
Donc, ce processus est fait dans le cadre de réflexion. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais en maladie infectieuse et qu'est-ce que j'aimerais retrouver en prévention du risque infectieux. Donc là, je vais vous mettre un peu les différents éléments que j'ai cités. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était la transversalité en infectiologie, l'interdisciplinarité, c'est qu'on intervient dans l'ensemble des disciplines de l'hôpital. C'est vrai que la curiosité intellectuelle, c'était un élément majeur. Bien sûr, hop là, bien sûr, en infectiologie, ce qui est super, c'est qu'il y a de l'action, c'est que ça bouge. Et donc, du coup, c'est ce que je cherchais également en prévention du risque infectieux. L'autre élément satisfaisant, c'est d'avoir des résultats visibles. Finalement, ça, c'est chouette. Et puis, moi, je cherchais quand même à pouvoir conserver au moins une petite part d'activité clinique parce que c'est important de rester proche des patients. Alors, une fois qu'on a dit ça, hop là, hop. On se met donc dans le rôle du médecin en prévention du risque infectieux. Et là, je vous ai mis sur cette illustration, finalement, les missions du quotidien. C'est vrai que je n'ai pas précisé, Sarah l'a bien fait avant sur différentes missions, mais donc du coup, on va donc, assurer donc, des missions de prévention du risque infectieux, de surveillance, de signalement. Bien sûr, on va faire de la formation dans l'hôpital et au sein des professionnels. On va pouvoir réaliser aussi de l'information, du conseil et de l'expertise. Par exemple, quand on a une épidémie de bactéries multirésistantes émergentes au sein d'un service de réanimation, on va être là en conseil du chef de service, de la direction de l'hôpital. On va faire de l'évaluation des pratiques assez régulièrement. Par exemple, comment est-ce que les professionnels réalisent leur hygiène des mains, comment est-ce qu'ils mettent en place des précautions complémentaires, des précautions standards. Donc tout ça, c'est vraiment le quotidien. Et ce que j'ai à cœur, en plus d'appliquer à l'hôpital Saint-Louis, c'est d'essayer d'être innovant et de porter des projets de recherche donc au sein de l'hôpital. Et c'est vraiment ça que je trouve super, en plus bien sûr de tout le reste. Donc une fois qu'on a parlé de nos différents points, donc là j'ai envie effectivement d'illustrer. Donc on a parlé de transmission croisée maniportée, mais là j'ai envie de prendre un exemple donc de transmission croisée respiratoire. Donc là je vous ai remis une vidéo effectivement d'un effort de toux. Là quand on la met au ralenti, on voit qu'il y a bien en fait deux espèces. Globalement, il y a une part gazeuse et puis une verre plutôt gouttelette qui est bien figurée sur cette diapositive où là on voit bien l'ensemble des particules qui sont projetées. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? On va pouvoir le modéliser d'ailleurs. Donc ça, c'est des modèles qu'on utilise, nous, pour sensibiliser les professionnels, notamment quand ils ont du mal à porter leur masque. On va leur expliquer que c'est important et donc on leur montre ce qui existe quand on éternue. Et ça permet de voir à la fois le nuage d'aérosol et puis finalement l'impact sur les surfaces qu'on peut avoir. Donc, une fois qu'on a ça en place, en fait, qu'on a ces outils à disposition, comment est-ce que ça va se décliner au sein d'un service de soins? Donc là, je vous ai mis une photo de notre service de dialyse, au fait, où c'est un espace ouvert, et donc vous comprenez tout l'enjeu de la transmission croisée respiratoire. Donc cet espace de soins, finalement, où il y a des fenêtres qui sont fermées, donc l'aération, en fait, le renouvellement de l'air est réalisé en fait par des bouches d'aération que vous voyez là au plafond. Donc vous avez à la fois des bouches de soufflage qui vont apporter un air en tout cas recyclé au nouveau, et puis des bouches d'extraction qui vont aspirer cet air pour pouvoir éviter la stagnation de particules respiratoires dans l'air. Donc qu'est-ce qui se passe quand finalement ça ne fonctionne pas? Donc là on a fait un test d'enfumage. Donc en fait on a mis un fumigène au sein de l'espace et on se rend compte que voilà, donc là il y a de la fumée et donc là je vais vous accélérer, mais au bout de 5 minutes finalement on se rend compte qu'il ne s'est pas passé grand chose. Et donc là dans ces cas-là on peut avoir globalement on peut montrer qu'il y a un défaut du système de renouvellement d'air et donc du coup ça peut impacter sur la transmission croisée respiratoire. Vous imaginez un ou une patiente qui serait par exemple grippée, qui ne porterait pas de masque chirurgical, et hop là, qui va disséminer dans l'air ces virus, et donc du coup, ils vont être en suspension parce qu'il y a un défaut au niveau du système d'aération. Donc, on a mené une petite investigation que je vais vous présenter là pour vous montrer des actions très concrètes qu'on peut être amené à porter quand on est en charge de la prévention du risque infectieux pour sensibiliser à la fois les professionnels de santé et puis également les patients qui sont pris en charge dans un service, par exemple, de dialyse. Donc, au sein de ce service, en fait, donc, vous l'avez vu, c'est un espace ouvert. On a donc globalement fait des enregistrements d'air pour rechercher la présence ou pas des virus respiratoires.
Ce qui était assez intéressant, c'est que dans cette investigation, on a mis en place différents modules d'aspiration d'air dans la salle et on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine hétérogénéité des résultats de présence virale. Et donc, du coup, on a suspecté un défaut de ventilation au sein du service. Donc là, ça nous a permis en tout cas de développer des modélisations. Donc, ces modélisations, une fois de plus, c'est intéressant parce que ça permet de montrer aux professionnels. Donc là, on a un patient qui va respirer finalement, qui va excréter des particules respiratoires. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un schéma où le renouvellement de l'air est assez mauvais. Et donc, du coup, on voit qu'à la fin de la simulation, en fait, il y a une stagnation de l'ensemble des particules au niveau au-dessus des patients. Et donc, du coup, si ces particules sont porteuses de virus respiratoires, il y a un risque de transmission croisée respiratoire important. Donc là, ça c'est donc juste pour vous montrer la durée de vie de ces particules. Donc là, en fait, la couleur bleue, c'est des particules qui ont au moins 10 minutes. Elles sont sécrétées par ce patient ici. Et on voit qu'au bout de 10 minutes, finalement, au sein de cet espace, il y a une concentration des particules virales et donc, du coup, un surrisque pour les patients qui sont autour du patient émetteur de transmission croisée. On pouvait également, donc, du coup, montrer les vitesses de flux qui finalement sont assez faibles. Là, c'est des vitesses qui sont dans les couleurs bleues, donc vraiment des vitesses très faibles. On a montré qu'effectivement, une fois de plus, ce flux était lent et donc du coup, empêchait tout renouvellement d'air et donc du coup, une fois de plus, majorait potentiellement la transmission croisée respiratoire. Donc, fort de ces résultats, on a pu discuter avec les professionnels de santé pour les encourager à porter leur masque, à faire porter les masques aux patients. Et puis aussi, on a été voir les services de maintenance et les services techniques. Donc, Sarah en a parlé, on a des interactions fortes aussi avec les services techniques pour leur montrer ces résultats et donc, du coup, les sensibiliser aux enjeux. Et donc, du coup, ils ont réalisé une maintenance du circuit aérolique. On a vu qu'il y avait effectivement une problématique et ça a permis, après la maintenance, finalement, d'avoir un schéma aérolique que je vous présente là, où on voit qu'il y a des couleurs beaucoup plus rapides. Et donc, le système de renouvellement d'air était beaucoup plus puissant. Et donc, du coup, on a refait des mesures virales au décours de cette investigation. Et on a montré clairement qu'il y avait une amélioration, voire qu'on ne retrouvait plus de virus dans l'air. Donc, voilà, donc je vous montre ces vidéos-là. Ça permet vraiment de pouvoir proposer des éléments factuels et visuels à nos professionnels de santé. Donc, c'est la même chose que la boîte à coups le question pédagogique que vous avez vu tout à l'heure. Ça leur permet d'avoir des éléments, effectivement, où ils disent « Ouais, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte de ce problème. » Et grâce à ça, effectivement, on a une vision plus globale. Là, c'est pareil, on fait des simulations, en fait, on montre aux professionnels l'impact, par exemple, du port du masque chirurgical ou pas. Et on voit qu'effectivement, en fait, quand on ne porte pas le masque chirurgical, il y a plus, en tout cas, de particules, notamment qui sont sécrétées, alors que quand on porte un masque chirurgical, on a plus de particules qui sont conservées au niveau du masque. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des outils qui nous permettent de passer les messages auprès de nos professionnels. Dernier élément, couplé à cette simulation, on a proposé un outil de réalité augmentée où là, on était dans l'espace de dialyse avec un iPad. Et donc, en fait, on a rajouté finalement la réalité augmentée sur les images du service et on a pu en fait incrémenter nos différents scénarios et notamment en fait des scénarios où on a une excrétion de virus dans une situation où, une excrétion de particules respiratoires dans des situations où le système de ventilation ne fonctionne pas bien, d'autres dans des situations dans lesquelles le système de ventilation fonctionne bien. Et donc, du coup, ça permet vraiment de pouvoir une fois plus sensibiliser nos collègues à cette problématique. Donc ça a été vraiment apprécié par les soignants. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte effectivement de l'impact. Et donc là, notamment, je vous montre ces streamlines. Et donc, on voit que ça part partout dans le service. Et donc, du coup, ça, une fois de plus, les collègues ont apprécié. Hop là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un exemple assez caractéristique de ce qu'on a pu faire. Donc pour synthétiser donc ma réflexion, finalement, est-ce que j'ai trouvé de la transversalité, de l'interdisciplinarité, de la curiosité intellectuelle, de l'action, des résultats visibles, et j'ai pu exercer aussi un peu de clinique. Donc en fait, je vais vous répondre que j'ai été satisfait sur tous les points. Effectivement, la prévention du risque infectieux, ça reste un métier très transversal. On est dans les services au quotidien, auprès des soignants, et je reconnais que c'est assez agréable quand on est médecin clinicien de formation, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir
discuter facilement avec les collègues et de connaître un peu ce dont ils ont besoin. Donc ça me permet en tout cas d'être assez à l'aise avec eux. On est toujours en interdisciplinaire, c'est certain. Comme je vous l'ai montré, on peut vraiment être amené à se poser des questions et donc du coup avoir une action de recherche, que ce soit de la recherche plus action ou de la recherche plus académique universitaire. Donc de l'action dans les services, clairement, on en a. On a aussi des résultats visibles et ça, c'est très satisfaisant. Et puis, l'exercice clinique, il est possible, par exemple, dans le cadre d'une consultation une fois par semaine. Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis après, c'est vrai que moi, ces réflexions, en tout cas, ont été menées en concertation. Et puis, j'ai été aussi très inspiré par une collègue là, que vous allez voir juste après, le professeur Solène Carnez, qui voilà, ont été infectiologue de formation et qui m'a encouragé à faire ce choix et que je remercie beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu pour nous rejoindre en prévention de risques infectieux. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis vraiment, c'est un exercice super sympa, très diversifié. Donc du coup, on vous attend, vous les jeunes, avec impatience. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très didactique, très claire et très visuelle. Merci aussi d'avoir brisé les tabous, enfin les clichés qu'on pouvait avoir du côté soignant sur les équipes d'hygiène. J'avais juste une petite question. Je me demandais si quand même des fois vraiment le côté clinicien de votre formation de base vous manquez pas des fois, le fait d'être passé sur une équipe de prévention des risques infectieux. Donc l'élément, c'est que déjà on est beaucoup en contact avec les cliniciens donc dans les services, ça je l'ai dit. Après, moi je participe quasiment de manière quotidienne à différents staffs, que ce soit des staffs en infectiologie, des staffs en réanimation médicale, réanimation chirurgicale. Donc je suis quand même très au contact des cliniciens et puis donc, je vois passer des histoires cliniques. Et après, le dernier élément, c'est que en fait, c'est possible de faire d'avoir une activité, par exemple clinique de consultation au sein de l'hôpital. Enfin, ça c'est une possibilité aussi. Donc en fait, on peut tout à fait rester en partie clinicien, quoi. D'accord. Et quel type de consultation du coup vous faites dans ce contexte-là? C'est de la consultation d'infectiologie généraliste. Donc c'est voilà, donc c'est par exemple la consultation ça peut être la consultation d'infectiologie d'urgence, ça peut être une consultation patient VIH. Enfin, c'est après au choix et à la pratique du praticien. Ça dépend un peu de l'hôpital où on travaille. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on va enchaîner avec la présentation suivante. Donc, qui est le professeur Pascal Astagno. Je vous donne la main. Est-ce que vous êtes là, monsieur Astagno? Vous m'entendez là? Ah, je vous entends là, oui. Oui, d'accord, parce que le son a été coupé. Ok, et pour partager, je vais partager ma webcam, c'est ça? Alors ça, c'est pour webcam, puis normalement, vous allez avoir une fenêtre pop-up qui a dû montrer mon écran, c'est ça? Montrer mon écran. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Alors, je vais passer en plein écran. Voilà, vous voyez? Bon. Ok, parfait. Très bien. Alors, bonjour, donc Pascal Astagno. Moi, je suis d'une génération un peu antérieure, je pense, à la plupart des participants ici, mais bon, j'espère encore être update, comme on dit. On m'a demandé donc de présenter un petit peu la formation FST, formation spécialisée transversale, hygiène, prévention des infections et antibiorésistance. Avant, donc, je voulais juste vous dire que je suis
d'une autre génération, mais finalement avec un parcours assez semblable, par exemple celui que vient de présenter Guillaume Melon, puisque étant PUPH actuellement en santé publique, en fait, je suis de formation, je suis médecin infectiologue en fait et épidémiologiste. J'ai fait une thèse de sciences en épidémio il y a fort longtemps, bien sûr. Actuellement, je dirige le centre, le CEPIAS Île-de-France, c'est-à-dire le centre régional d'appui à la prévention des infections associées aux soins, qui est en fait à l'assistance publique. Et je suis également responsable d'une mission nationale qui est portée, enfin qui est subventionnée par Santé publique France sur la prévention du risque infectieux en chirurgie et en médecine interventionnelle. Voilà, donc ça fait des années en fait, après avoir été infectiologue, chef de clinique, je suis parti assez vite dans la prévention du risque infectieux. À l'époque, ça s'appelait la lutte contre les infections nosocomiales, et j'ai participé à différentes aventures depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sur ce sujet-là, en aidant à se monter un petit peu toute la politique en France. Et moi, je suis ravi que maintenant cette discipline commence à acquérir une certaine reconnaissance et tout en gardant ce côté transversal et multidisciplinaire qui a été rappelé par les orateurs précédents. Alors, pour rentrer plus spécifiquement, puisque Solène Carnéis va prendre le relais dans la deuxième partie du topo pour raconter un petit peu en pratique comment se font les stages dans le cadre de cette EFST, je vais juste vous rappeler de façon assez rapide, j'espère, mais claire, les tenants et aboutissants de cette formation. Donc, vous savez que sur la nouvelle réforme des DES, qui a maintenant presque 5 ans, a été proposé des formations transversales pour les internes. Et donc, cette EFST HPIR s'inscrit donc dans ces initiatives transversales des différents DES de médecine, mais aussi depuis l'année dernière de pharmacie. Alors, je vous ai mis ici ce qu'il en était pour les DES qui sont directement porteurs de cette EFST. Il y a donc le DES de santé publique, le DES de microbiologie, et puis 2 DES qui sont sur 5 ans, enfin même 3, les maladies infectieuses et tropicales, la médecine intensive de réanimation et l'anesthésie réanimation. Alors théoriquement, c'est 5 DES médicaux, plus le DES de pharmacie hospitalière qui est arrivé par la suite. Et puis je dirais que la microbio est partagée aussi, enfin la biologie est partagée aussi entre les pharmaciens et les médecins depuis donc l'année dernière. Alors, il y a une seule spécificité, c'est que pour les DES en 4 ans, on demande 2 semestres donc pour valider la FST, qui se rajoutent aux 4 ans, alors que les 2 semestres sont par contre inclus pour les DES en 5 ans, dont les maladies infectieuses et la réa par exemple. L'idée, c'est que c'est d'abord une formation pratique qui intervient au niveau de la phase d'approfondissement, si je me trompe pas, enfin la deuxième et troisième année pour les DES de 4 ans, et qui consiste à faire 2 stages donc dans des services agréés pour la FST. Alors, dans chaque région, il y a donc une liste d'agréments que l'ARS finance les postes spécifiquement pour cette EFST, pour les FST en général, sur les services agréés. Et ces services sont variables, mais bon, bien sûr, c'est les EPRI ou les EOH selon leur dénomination. C'est aussi certains CEPIAS dans certaines régions. Et aussi pour les cliniciens, il peut y avoir des services cliniques qui sont en fait qui ont accepté que les internes pendant la FST viennent faire un stage sur la prévention du risque infectieux et donc pas un stage de clinique pure. Donc ça, c'est selon les arrangements, en fonction des régions, c'est possible donc d'ouvrir ces stages. Parce que vous savez que les maquettes des DES maintenant sont relativement, disons, rigidifiées, je dirais les choses comme ça, mais quand même dans beaucoup de maquettes, il y a au moins un stage libre qui peut se faire, et puis potentiellement un deuxième stage. Alors pour les infectiologues, par exemple, en microbiologie, c'est déjà compris dans leur maquette. Et pour les réanimateurs, c'est un petit peu plus compliqué, mais il peut y avoir des stages de réa, encore une fois, qui acceptent une certaine souplesse sur le fonctionnement de l'interne.
Donc l'idée, c'est qu'il y a une formation théorique avec des objectifs de connaissance. Donc je vais juste vous montrer, mais on ne va pas les détailler dans un instant. Et puis, normalement, il y a un contrôle de connaissances qui doit se faire. Alors là, ça a posé plus de problèmes au début. Chaque pilote local, puisque ces FST, ces formations sont sous le contrôle des pilotes FST désignés, je dirais, dans le cadre réglementaire dans chaque subdivision. Parfois chaque région, en Île-de-France, subdivision égale région, donc c'est pour toute l'Île-de-France, mais pour d'autres c'est par CHU, on va dire, qui doivent correspondre aux objectifs donc de la maquette officielle, qui peuvent tout à fait correspondre à des DU. Alors, il n'y a pas d'obligation d'inscription pour les internes au DU, mais par contre, ils peuvent suivre les cours du DU et valider les examens, ce qui permettra de valider la partie théorique de la FST. Si le DU ne correspond pas aux objectifs ou pas complètement, le pilote peut décider à ce moment-là de faire passer une épreuve théorique supplémentaire à l'interne. Il y a normalement des ressources qui sont en train d'être mises sur la plateforme UNES pour les internes qui nous écoutent là, et on est en train de travailler ça avec en particulier Sonen Kerneis qui est en charge de mettre ces ressources, disons, pédagogiques pour la FST. Sur le plan pratique, comme je vous l'ai dit, c'est donc 2 semestres qui normalement doivent faire l'objet de validation de compétences cette fois. Je vous montrerai l'exemple rapidement. Et il y a un séminaire annuel. Alors normalement, il y avait 2 séminaires annuels, un webinaire en présentiel. Maintenant, on fait un séminaire annuel avec la Société française d'hygiène, le prochain d'ailleurs ayant lieu tout début avril, là le 3 avril. Si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas inscrit et si vous êtes candidat à la FST, en tout cas il faut être quand même impliqué dedans ou avoir envie d'y être, vous pouvez encore vous inscrire, il faut nous le dire assez rapidement. Et ça se passe à Paris. Et puis, on constate donc là, depuis 2019, il y a un peu plus d'une quarantaine d'internes, probablement un peu plus si on compte ceux qui se sont inscrits cette année, depuis le début donc de la formation. Et puis, la validation se fait, comme je vous l'ai dit, à la fois sur les connaissances et compétences. Et en plus, on demande à l'interne de faire un petit mémoire de recherche. Donc, il doit faire un travail au cours de ces 2 semestres, qui doit donc valider sous forme d'un petit jury à la fin des 2 semestres et donc présentant un travail de recherche qu'il a pu effectuer au cours de ses stages. Voilà, donc là, je vais évidemment pas détailler, mais vous voyez, il y a des objectifs de connaissances qui sont à maîtriser au terme de la formation. Hein, ça va de la surveillance en passant par la microbio. Donc on rejoint cette multidisciplinarité et en fonction de la provenance du DS de l'interne, il est censé avoir une forme d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité qui va de la santé publique en passant par la microbio, la clinique essentiellement. Là, c'est les objectifs de compétences. Donc, on demande à l'interne d'être capable de faire un certain nombre de choses. Et donc, il doit y avoir, là, sur le portfolio, un certain nombre de cases cochées. Et en fait, à la fin des 2 semestres, il doit y avoir l'ensemble des cases cochées par les maîtres de stage et validées par les pilotes. Et bien entendu, avoir validé les 2 stages concernés, bien entendu. Là, c'est pour juste vous montrer le séminaire de l'année dernière qui avait eu lieu donc en avril 2023, où on avait eu un certain nombre d'internes avec quelques pilotes qui étaient venus nous accompagner et dont le programme était organisé par la SF2H essentiellement. Donc, ça permet aux jeunes internes en formation de pouvoir avoir un contact direct avec cette société savante qui est évidemment importante dans la PRI. Alors, je pense qu'à terme, il va falloir qu'on associe aussi les infectiologues et peut-être aussi tout un débat autour des stages dans les EMA, les équipes mobiles d'antibiothérapie, et peut-être aussi les CRATB, les centres régionaux d'antibiothérapie, qui travaillent en lien direct avec les CEPIAS au niveau régional et en lien direct avec les EPRI pour les EMA, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, aussi à l'échelon local. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous illustrer cette histoire. Là, vous voyez, c'était le nombre prévisionnel d'internes. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas au total, mais à la fois en pharmacie et en médecine. Vous voyez que les pharmaciens sont relativement nombreux maintenant. Il y a aussi des internes en médecine, donc plus d'une quinzaine là prévus, mais on va voir, on va faire le lien le bilan pour savoir si c'est effectivement le cas. Et alors voilà, dans ce qui, pour pas être trop long, simplement,
La question, c'est effectivement la comptabilité, compatibilité, excusez-moi, avec les maquettes de certains DES. C'est un peu plus difficile pour les anesthésistes réanimateurs, qui pourtant étaient partie prenante au départ. Vous savez qu'historiquement, les anesthésistes réanimateurs étaient très actifs dans l'hygiène. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'anesthésistes qui s'intéressaient à ça. Peut-être un peu moins maintenant. Ils ont une maquette là au niveau du DES qui est assez rigide, assez complète. Ils ont du mal à faire autre chose que de l'anesthésie réa. Bon, c'est un peu le problème de cette nouvelle réforme. On pourrait imaginer qu'il y aurait des ouvertures à d'autres DES, pourquoi pas des médecins généralistes par exemple, mais bon, ça c'est en discussion. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une visibilité à donner sur la validation finale des internes et leur devenir après la FST. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à faire maintenant que les internes commencent à arriver à la fin de leur cursus et ont cette EFST. Il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'ils deviennent. Et puis, alors, une chose qui s'est rajoutée là cette année, la possibilité de faire un deuxième DES, donc, ou une EFST. Et donc, pourquoi pas celle-là, mais à condition d'avoir 1 an d'exercice déjà dans une spécialité. Alors, il y a des textes ministériels, je ne vais pas trop détailler, mais qui disent que donc les médecins en exercice, alors pour le DES, il faut au moins 3 ans, mais pour si on veut faire simplement une EFST, il faut au moins 1 an en exercice et une qualification finalement complémentaire, parce que la FST, c'est pas un diplôme à part entière, hein, c'est une surqualification dans le cadre du DES d'origine de l'interne. Donc un infectiologue, par exemple, aura une qualification complémentaire en prévention du risque infectieux, mais il restera infectiologue au départ. Et donc là, évidemment, ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est combien de ces postes vont être financés et ouverts par le ministère. Alors, il va y avoir des arrêtés ministériels pour ces donc deuxième chance, si je puis dire, deuxième, et là en l'occurrence pour la FST ou même certaines options d'ailleurs dans des desks qui peuvent être aussi ouverts à ces possibilités. Donc des gens qui sont déjà en position professionnelle, qui sont par exemple PH ou qui peu importe leur statut et qui peuvent justifier d'au moins 1 an d'exercice donc pour la FST. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole. Ça, c'est la liste, j'espère, à jour des pilotes locaux de la FST en question. Donc, vous pouvez contacter dans vos régions ces pilotes. Et s'il y a un problème, moi, étant le coordonnateur national pour l'instant, vous m'adressez un message, je vous orienterai si besoin. Je vais laisser peut-être la parole à Solène Kernéis pour qu'elle nous raconte plus concrètement ce qui se passe pour les internes FST dans son service en particulier. Voilà, à toi la parole Solène. Alors je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, il faut que je départage peut-être. Alors, je vais changer le présentateur. Hop. Ouais, normalement, vous avez reçu, ouais, c'est tout bon, on voit votre présentation. Solène, on t'entend pas. C'est bon? Vous m'entendez là? Oui, Ouais. parfait. Ok, et vous voyez mon écran sans la fenêtre du webinar, hein? Oui, on voit votre présentation. Ma présentation en plein écran. Non, elle est en format PowerPoint. Ouais, là, c'est bon. C'est bon? C'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Ok, très bien. Merci beaucoup Pascal et merci surtout aux organisateurs de ce webinaire de m'avoir invité à partager un peu notre expérience locale. Donc moi je vais prendre la suite en fait du topo de Pascal Astagno concernant la FST pour parler plus spécifiquement des stages d'internat. Alors, bon, vous verrez que c'est un petit peu parti pris, puisque je vais parler beaucoup de ce qu'on fait faire à nos internes dans le service, mais évidemment, il y a une très grande diversité des activités qui sont possibles. Et donc, c'est vraiment qu'un exemple parmi 1000 autres. En 2 mots, mon cursus, donc moi aussi, hein, décidément, il y a une petite brochette d'infectiologues aujourd'hui, mais il y a aussi des personnes qui font de la PRI qui sont issues de spécialités extrêmement différentes. Mais en l'occurrence, moi, j'ai fait un internat de santé publique. Ensuite, un internat assez mixte entre santé publique et maladies infectieuses et tropicales. Un clinica en médecine interne, puis en microbiologie clinique. Et puis ensuite, j'étais responsable de l'équipe mobile d'infectiologie de l'hôpital Cochin pendant quasiment 10 ans. Donc, j'ai fait vraiment de l'infectiologie transversale et de l'antimicrobial stewardship.
Et puis finalement, ça a l'air assez décousu comme ça, mais en fait, il y a une certaine cohérence puisque on va en parler juste après. En termes de méthode, d'approche, il y a une vraie continuité entre le bon usage des antibiotiques et la prévention du risque infectieux. Et maintenant, je suis PUPH de prévention du risque infectieux à l'hôpital Bichat. Alors, j'ai repris en fait les missions de ce que c'est qu'un hygiéniste. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui. J'ai repris les missions du spécialiste de PRI parce que, en fait, soyons clairs, c'est exactement comme Guillaume. Moi, en étant infectiologue, j'avais qu'une idée assez nébuleuse finalement de ce qui se passait dans les équipes opérationnelles d'hygiène. Et donc, je vous ai détaillé un peu l'ensemble de ces missions qui ont été écrites dans un rapport de la S7-2H suite à une saisine. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu en revue ces différentes missions, puisque l'interne peut être impliqué dans chacune de ces missions. Donc, il y a vraiment un rôle à trouver pour les internes dans les stages, dans chacune de ces activités. Le deuxième point qui est important de souligner, c'est qu'en termes de méthode, donc au-delà des activités spécifiquement, il y a des approches méthodologiques qui sont ultra multidisciplinaires. Et ça, c'est vraiment un atout majeur de cette spécialité. Les maquettes de DES, comme vient de le rappeler Pascal, sont maintenant assez contraignantes et un petit peu corsetées, contrairement à ce qu'on avait avant avec des DESC qui permettaient finalement d'avoir accès à des stages très différents. Là, maintenant, les internes sont fléchés très tôt dans leur spécialité. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'en sortir. Et la FST, c'est une opportunité extrêmement intéressante pour justement sortir un petit peu de sa spécialité d'origine et s'ouvrir à d'autres choses. S'ouvrir, par exemple, à la microbiologie, plus spécifiquement, mais également à l'épidémiologie, la recherche clinique, la modélisation. Des choses dont nous a parlé Guillaume, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui concernent la physique, l'ingénierie, et donc c'est un aspect également très important, les sciences infirmières, puisque il faut savoir que c'est un métier où on est en contact vraiment très étroit avec nos collègues paramédicaux, beaucoup plus que quand on est clinicien ou pharmacien ou biologiste. On a vraiment là, c'est un travail qui est en binôme avec nos collègues paramédicaux. Et puis, il y a tout un aspect sur les approches qualitatives, la sociologie, les sciences de l'implémentation. Donc, je vous ai mis des exemples de papier qui, là encore, sont totalement, c'est un choix très personnel, mais qui illustre bien cette diversité d'approches méthodologiques. Alors, pour détailler un peu le rôle de l'interne sur chacune de ces activités, si on les reprend une à une, il y a une des choses qu'on fait en particulier à l'hôpital Bichat, mais on n'est très probablement pas du tout les seuls, hein, c'est d'avoir un axe fort sur la prévention de l'infection sur dispositifs intravasculaires, en particulier les cathéters veineux périphériques, puisque c'est une infection qui est théoriquement 100% évitable et qui peut avoir des conséquences graves chez les malades. Et une façon de capturer ces infections, il y a différentes stratégies, mais il y en a une qui est de s'intéresser aux bactériémies. Et donc, dans mon établissement, on a mis en place une collaboration extrêmement étroite avec le service de maladies infectieuses et en particulier l'équipe mobile d'antibiothérapie, où tous les jours, en fait, l'interne est chargé d'aller en bactériologie, récupérer les hémocultures positives et donc de faire l'investigation conjointement avec l'équipe mobile d'antibiothérapie de tout ce qui ressemble à une bactériémie sur cathéter veineux périphérique ou sur PICC line. Et donc ensuite, à l'issue de cette investigation, en fait, on va proposer, on va faire une alerte au chef de service, des formations complémentaires. Et puis, ces données qui sont collectées, elles vont alimenter des bases de données qui nous permettent ensuite d'étudier nos indicateurs et puis de mettre en place des actions correctives pour essayer d'arriver à cet objectif un peu ambitieux, certes, qu'on s'est fixé de 0 infection de cathéter. Et donc, c'est vrai que l'interne, là, c'est vraiment une activité sur laquelle il est impliqué quotidiennement et ça fait partie vraiment de ses missions de tous les jours de s'occuper de ces bactériémies. Un autre aspect sur lequel les internes peuvent être impliqués, c'est les missions de surveillance. Alors, ça paraît peut-être moins évident parce qu'en général, il y a des dispositifs de surveillance qui sont déjà en place dans les différentes équipes de prévention du risque infectieux, avec la participation à des surveillances nationales. Et Pascal vous en a parlé juste avant moi. Néanmoins, donc ça, c'est en fait un dispositif qui est rodé et qui est inclus dans les activités de l'équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est de disposer de ces données,
ce qui nous permet d'avoir en fait des bases de données qu'on peut exploiter quand on se pose des questions particulières. Et là, je pense en particulier à un travail tout récent qui a été réalisé par Antoine Villa, qui est un interne, qui était l'interne du semestre précédent, qui est réanimateur de réanimation médicale de formation, et qui a travaillé sur la base de données des bactériémies qu'on a dans l'établissement. Et on est en train de, bon, sans rentrer dans les détails hein, de ces résultats, mais on est en train de regarder l'évolution des bactériémies nosocomiales dans l'établissement selon le phénotype de résistance. Et ça donne des choses qui sont assez intéressantes, et ce qui permet en fait une valorisation aussi dans différents congrès, puisqu'on a soumis différents abstracts sur des sujets différents, je vous rappelle, mais toujours sur la même base de données, à l'ECMID, à la SF2H et au congrès de réanimation de langue française. Donc c'est vrai que pour l'interne, ça permet de prendre ce temps où il se pose un petit peu aussi, un peu en dehors de ces activités du tourbillon de l'internat pour travailler sur des données qui ont été récoltées et qui, en fait, ça représente un travail énorme. Et donc c'est extrêmement intéressant aussi pour les équipes d'avoir des jeunes collaborateurs qui sont prêts à s'impliquer pour valoriser ces données. Un autre point, c'est la gestion des alertes et l'investigation d'épidémies. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on est confronté très régulièrement à des épidémies au sein de l'établissement. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une épidémie de Candida parapsilosis résistant aux azolées. Donc, en plus, une levure émergente. Donc, on est vraiment à la pointe des nouveautés en termes de risques infectieux. Donc, ça peut concerner aussi les bactéries hautement résistantes émergentes ou tout autre type d'infection. Mais là encore, c'est un élément dans lequel l'interne est très fortement impliqué, puisqu'on va lui apprendre à réaliser ce qu'on fait dans ces situations, c'est-à-dire un tableau synoptique des cas, une courbe épidémique. Et donc, ça lui permet en se formant à ces techniques d'épidémiologie de terrain, de récupérer des données dont certaines peuvent éventuellement être valorisées par une publication, comme ça a été le cas ici, parce que c'était vraiment une histoire assez particulière. En tout cas, c'est extrêmement formateur pour l'interne de à la fois acquérir ces méthodes d'épidémiologie de terrain, d'investigation, et puis deuxièmement, de savoir comment on gère dans un service la situation d'épidémie, ce qui génère en général beaucoup d'inquiétudes avec des conséquences sur la prise en charge des malades. Et donc, il y a tout un aspect de savoir-faire, mais également de savoir-être avec les équipes qu'on acquiert. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit plus adapté qu'une équipe de prévention du risque infectieux pour apprendre ses compétences, pour acquérir ses compétences. Le risque environnemental, je ne vais pas y revenir parce que Guillaume vous a montré dans le détail ce qui était possible de faire. Alors, c'est vrai que le risque environnemental, c'est un pan entier qui est extrêmement vaste. Ça va de l'eau à l'air, la gestion des déchets, etc. J'ai pris cet exemple parce que je le trouve particulièrement attractif et qu'il illustre bien, mais je ne vais pas détailler là encore, mais les collaborations qui peuvent exister avec des disciplines en dehors de la nôtre, et en particulier avec des ingénieurs ou des physiciens. Hop, enfin, si je peux passer la diapo. Sur le risque environnemental, à mon avis, il y a un point qui est fondamental et qui est susceptible d'intéresser les plus jeunes, qui sont manifestement très concernés par ces questions. D'ailleurs, tout le monde devrait l'être, mais c'est beaucoup porté par les plus jeunes générations, et c'est très bien. C'est la gestion des déchets, et le spécialiste de prévention du risque infectieux a un rôle absolument crucial à jouer là-dedans, puisque en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les déchets dans l'établissement pour des raisons de risque infectieux. Et donc, avoir une expertise en PRI et une préoccupation écologique et environnementale, c'est un point vraiment très important pour permettre de répondre aux décideurs et mettre en place des actions au sein de l'hôpital. Très rapidement, il y a un autre axe qui est la protection des personnels. Donc là, je vous ai montré des choses qu'on a faites à Bichat, où en fait, bon, on a un secteur REB en plus, un risque épidémique biologique. Donc, on est susceptible d'accueillir des patients hautement contagieux, type fièvre hémorragique virale, etc.
Alors, attends, hop, voilà. Et donc, en fait, on travaille avec des boîtes qui font de l'innovation sur des nouveaux outils de prévention, des équipements de protection individuelle. Donc, en fait, on peut mener des évaluations auprès des personnels de santé pour évaluer leur satisfaction. Et puis, on peut également évaluer la performance avec des tests quantitatifs ou qualitatifs, la performance de ces nouveaux outils. On a travaillé aussi la combi rose là que vous voyez, là, c'est notre infirmière qui a essayé une combinaison qui a été conçue par des spécialistes du nucléaire qui sont particulièrement sensibilisés à ces questions. Et puis, il y a un énorme axe qu'on ne peut pas oublier, c'est l'axe de formation. Et les spécialistes de PRI sont absolument, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ils sont emparés de ces questions avec des approches très innovantes sur la formation, des serious games, de la simulation sur mannequins de tâches ou des mannequins haute fidélité, de la réalité virtuelle. On a un projet de réalité virtuelle avec l'université, des exercices en conditions réelles. Et ça, vraiment, c'est nos internes chez nous sont très fortement impliqués dans la formation auprès des professionnels. Il y a un dernier point sur lequel les spécialistes de PRI surpassent sans aucun doute toutes les autres spécialités, c'est les stratégies de communication. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans cette spécialité pour chercher à faire adhérer les collègues à la prévention du risque infectieux. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Et donc, si vous avez, vous êtes en soif d'innovation, d'inventivité, c'est un lieu aussi où vous pouvez mettre en œuvre des actions de communication, laisser libre cours à votre imagination et puis à terme évaluer l'impact de ces stratégies de communication. Et puis enfin, comme vient de le dire Pascal, finalement, la prévention de la transmission et la prévention du mésusage des antibiotiques sont des disciplines qui sont complètement complémentaires. Je m'en suis vraiment rendu compte en termes d'approche, en termes de méthode, en termes d'objectifs. Et donc, on a un lien extrêmement étroit avec les structures qui font du bon usage des antibiotiques. Et à vrai dire, ce sont deux activités qui sont totalement indissociables. Et finalement, moi, je pense que c'est une activité, l'idéal, c'est, quand on le souhaite, bien sûr, c'est de pouvoir mêler ces deux activités, parce que c'est probablement comme ça qu'on est le plus efficace. Donc, pour résumer, il y a énormément d'avantages, selon moi, à s'inscrire à la FST Hygiène, mais nos internes qui vont parler après moi vous le rediront. C'est le côté transversal, le lien très étroit avec le bon usage des anti-infectieux. Donc, ça, c'est particulièrement vrai pour les pharmaciens et puis pour les infectiologues. La collaboration interprofessionnelle, le fait que pour les DES en 5 ans, en fait, finalement, ça peut s'intégrer très harmonieusement dans votre internat sans rallonger sa durée. L'inscription gratuite au congrès de la SF2H, ce qui est quand même un geste de la société. Je pense que c'est intéressant. Et je voudrais insister là-dessus, c'est que avoir une FST, ça permet aussi d'ajouter une corde à son arc. C'est-à-dire que, en fait, c'est difficile de savoir quand on est pendant l'internat ce qu'on va faire dans 25 ans. Possiblement, on peut aimer la clinique ou la biologie, etc. Mais se dire à un moment donné qu'on serait content de faire un petit peu autre chose. Et ça permet d'avoir cette étiquette-là qui vous ouvre un peu à autre chose. Et le deuxième point, c'est qu'il y a énormément d'offres d'emploi en fait sur la PRI. Et que d'être titulaire de cette FST, ça vous permet d'être en position peut-être de force aussi pour négocier des postes qui seraient éventuellement à l'interface entre votre discipline d'origine et la prévention du risque infectieux. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, vous connaissez le GPRI. Et puis l'important, et Pascal l'a dit, c'est de contacter votre coordinateur de DES et votre pilote local au plus tôt au cours de votre phase d'approfondissement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On a plusieurs questions autour de la FST. Donc, je ne sais pas si monsieur... Est-ce que je peux départager mon écran ou... Je ne sais pas ce que vous voyez de mon écran là. Vous voyez plus mon écran, c'est parfait. On voit votre fond de bureau. Ah, donc il faut que moi je départage mon écran. Oui. Voilà, ça y est. C'est tout bon. Je ne sais pas si monsieur Astagno... Moi, je suis toujours là. Vous m'entendez ? Très bien.
Oui, je vous entends. Peut-être partager ma Euh, webcam, c'est bon? C'est bon? Vous me voyez? alors, je ne vous vois pas. Je vais peut-être partager ma webcam, faut que je fasse, c'est ça, Ah voilà. là, c'est bon, Voilà. c'est parfait. Donc, on a plusieurs questions autour de la FST. Donc, la première, c'est est-ce que ça ajoute un an à l'internat où il y a moyen de coupler les stages de FST qui peuvent valider la maquette, notamment pour les DES d'infectio? Alors, comme je l'ai dit, mais je le redis, Et comme en je fait, viens de le dire aussi, bon, c'est pas grave, on le redit. c'est Pour les important. DES de 5 ans, ça ne rajoute pas un an, c'est compris dans les 10 semestres. Alors en réalité, c'est entre la 2e et la 4e année pour les DES de 5 ans. Les recommandations, c'est que la FST ne soit pas faite ni la première année, ni la dernière année en tant que docteur junior. Il faut que ça soit fait avant. Voilà, c'est les recommandations du ministère. Après, je pense que bon, des choses qui peuvent s'assouplir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les DES de 5 ans, ça fait pas 6 ans pour faire une FST, ça reste 5 ans. C'est par contre pour les DES de 4 ans, comme la santé publique ou la microbio, où là, il y a 2 semestres en plus, donc ça allonge d'une année. Est-ce que je peux juste afficher en 2 secondes un exemple d'intégration des stages dans la maquette? Oui, Je peux alors afficher mon je vais écran? vous... Oui, Alors, bon, je sais c'est pas bon, si on vous... voit. Ouais, vous voyez. Donc, c'est juste, c'est l'exemple, d'un DES de maladie infectieuse. Donc, il a sa phase socle, maladie infectieuse, médecine interne. Et en fait, tout ce qui est encadré en noir, vous pouvez caser vos stages validants pour la FST. Et donc, typiquement, vous pouvez faire un stage dans un service de maladie infectieuse ayant l'agrément, plus un stage en EOH microbiologie. Autre possibilité, vous faites EOH microbio et réanimation plus EOH, c'est-à-dire un stage qui a la qualification pour l'agrément pour la FST en réanimation. Ou alors, carrément, vous pouvez faire un stage en EOH et un autre stage dans une dans une EOH ou au CEPIAS. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est possible que ça s'intègre dans le cursus et ça ne rallonge pas la durée pour les DES en 5 ans, comme vient de le dire Pascal. Ok, merci pour cette réponse. Il y avait une question sur comment trouver la liste des stages agréés dans les régions, mais il faut sûrement contacter C'est les pilotes. C'est les pilotes, ouais. hein, ce qu'on appelle les pilotes, c'est-à-dire c'est ceux qui sont désignés pour coordonner la FST dans leur région ou même dans leur subdivision, parce que l'Île-de-France est un cas un peu à part, mais les autres régions sont subdivisées par CHU. Hein. Et donc c'est le pilote qui a la liste des stages agréés et qui doit normalement faire passer l'information aux internes. Alors via leur DES, via leur coordonnateur de DES, ou alors sous d'autres formes, ça dépend des endroits. Okay. Voilà, donc moi je vous ai mis sur la diapo à la fin, je sais pas, on vous enverra le diaporama peut-être, et je vous ai mis les diapos sur la diapo la liste des pilotes recensés actuellement dans les différentes subdivisions. Voilà. Oui, merci. Il y a une question dans le chat, dans la boîte à questions. Est-ce qu'il est possible de faire cette FST même après la fin de l'internat? Et la réponse est non. Voilà. Okay. Sauf depuis l'arrivée de ce nouveau texte cette année que je vous ai présenté dans ma dernière diapo, à condition, si vous êtes par exemple fini l'internat et que vous avez 1 an d'exercice comme médecin ou pharmacien quelque part, vous pouvez redemander, mais c'est sur des quotas qui sont pour l'instant assez limités. Et il faut vraiment que ça soit anticipé, je pense, parce que on ne sait pas très bien combien de postes comme ça vont être donnés. Ce que j'appelle les deuxièmes DES ou la deuxième FST, c'est-à-dire la possibilité de faire une FST une fois sorti de l'internat. Mais c'est en quantité assez limitée, autant qu'on en sache. Comme ça vient de commencer, on n'a pas une visibilité très claire sur qui a demandé ça pour l'instant. Mais c'est possible que dans l'avenir, ça soit une possibilité, effectivement. Mais c'est pas directement dans l'enchaînement de l'internat, si vous voulez. C'est pas une première année d'assistanat, par exemple, ou de chef de clinique qui peut faire. Voilà, selon les textes, il faut être en exercice depuis au moins 1 an pour la FST, pour prétendre à vouloir faire cette FST après l'internat. D'accord, donc ceux qui souhaitent aller post-internat, c'est le DU en fait. Exactement. Ah oui, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose. Non, voilà.
Il y a la possibilité de se former à la PRI en post-internat pour les gens qui ont loupé le coche de la FST en passant par les DU, les DU, les Oui. DIU ou les DU. Ouais. Mais pour les internes qui sont au tout début de leur phase d'approfondissement ou encore en phase socle, Pascal, je pense que tu rejoins l'idée, c'est comme la FST, ça offre une qualité de formation qui est vraiment de très très haut niveau, quoi, hein. Ça permet d'avoir des stages pratiques sur des postes qui sont financés spécifiquement par l'ARS, hein, donc on se rajoute au pool d'internes déjà présents. Donc voilà, c'est une formation théorique et pratique qui est vraiment à standard élevé, quoi. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Le temps tourne, donc on va devoir passer à la présentation suivante. On prend les questions et on essaiera d'y répondre plus tard via une FAQ notamment. Merci beaucoup pour on vous envoie les présentations diaporamas ou et vos pas? réponses. Est-ce qu'on vous envoie les Oui, diaporamas? s'il vous plaît. On envoie à qui? Oui. Vous pouvez envoyer à l'adresse mail du GPRI. D'accord. gpri@gmail.com. Okay. Parfait. Merci. 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 Je vais passer la parole à Claire Durand, interne en infectiologie, qui fait la FST à Paris. C'est bon, on voit bien votre écran. C'est à vous. Là, vous voyez bien la première diapositive? Oui, c'est tout bon. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Claire Durand. Je suis interne en maladies infectieuses et en prévention du risque infectieux. Pas à Paris, du coup, mais au CHU de Nice. Et du coup, on m'a demandé aujourd'hui de faire un petit retour sur ma formation en prévention du risque infectieux au cours de l'internat. Donc, je suis actuellement en 5e et dernière année d'internat. Donc, comme prévu par la maquette de l'internat de maladies infectieuses, j'ai effectué au cours de mon internat essentiellement des stages cliniques. J'ai choisi de faire comme stage libre des stages dans des unités qui prenaient en charge des patients immunodéprimés, à savoir les hématologies et la transplantation rénale. Donc, étant donné, pour faire suite à la conversation lors des questions, donc étant donné que le DES de maladies infectieuses dure déjà 5 ans, donc j'ai pas eu d'année supplémentaire à faire pour valider la FST et j'ai vraiment intégré du coup ma formation en prévention du risque infectieux aux stages qui sont prévus par la maquette de l'internat de maladies infectieuses. Donc j'ai effectué la FST sur 2 années en 3e et 4e année d'internat. La raison pour laquelle je l'ai faite sur 2 ans, c'est parce qu'en fait mes 2 stages validants pour la FST étaient étalés sur 2 années universitaires. J'ai fait comme premier stage, un stage que j'ai fait en interchu à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, donc, au sein de l'équipe de Solène Carnéis qui a présenté juste avant. Donc, il s'agissait d'un stage partagé entre l'équipe de prévention du risque infectieux de l'hôpital et l'équipe mobile d'antibiothérapie qui est rattachée au SMIT. Donc, j'ai fait 3 mois au sein de chaque équipe. Ce qui s'est fait très simplement, vu qu'il s'agit de 2 équipes qui travaillent très étroitement ensemble. Et le deuxième stage que j'ai fait, donc c'est un stage que j'ai fait au laboratoire de bactériologie au CHU de Nice. Donc, ce qui m'a motivée à faire la SPC et à me former en prévention du risque infectieux, ça a été plusieurs expériences au cours de mes stages cliniques. La première, ça a été le fait de passer en stage dans des services qui avaient l'habitude de prendre en charge des patients très immunodéprimés. Donc, au cours de ces stages, j'ai été très rapidement sensibilisée au risque de complications infectieuses qu'avaient les patients dans ces stages, que ce soit les patients allogreffés ou les patients greffés rénaux. Et de fait, j'ai vite pris conscience que mes pratiques en tant que soignant, ça pouvait jouer sur le risque d'infection de ce type de patient. Un autre type d'événement qui m'a beaucoup marqué au début de l'internat, c'est le fait d'avoir été confrontée à des épidémies de BHRE. Donc, il y a 2 épidémies en particulier qui m'ont beaucoup marqué. La première, j'étais directement concernée, et la deuxième, pas directement, mais
j'ai quand même bien ressenti ces effets. Donc, la première épidémie à laquelle j'étais confrontée, c'était une épidémie dans le service de maladies infectieuses où j'étais alors en stage. Donc, le cas index, c'était un patient, c'était un de mes patients. Donc, on a découvert chez lui dans un prélèvement clinique plusieurs semaines après son admission, en fait, une entérobactérie productrice de carbapénémase NDM, ce qui était très, très problématique déjà pour le patient, vu qu'on était dans une situation d'impasse thérapeutique pour lui. Et ça a été également très problématique pour le service, puisqu'en fait, cette infection était la conséquence d'un portage que le patient avait acquis lors d'une hospitalisation à l'étranger, ce qu'on ignorait complètement. Et du coup, on a complètement oublié de dépister ce patient et de mettre en place des précautions complémentaires. Ce qui a été assez désastreux puisqu'on a eu plusieurs cas secondaires dans le service. En soi, c'est une situation que j'ai appris pendant mes stages en OH qui n'est pas exceptionnelle, c'est même malheureusement assez fréquent, mais le fait de l'avoir vécu en étant du côté des soignants et du côté des patients, ça a été très marquant pour moi au début de mon internat. Devoir aller expliquer à un patient qu'on ne trouve pas de place en SSR parce qu'il a acquis une bactérie résistante à l'hôpital, c'est vraiment pas un bon moment. Et ça pousse vraiment à se poser des questions sur ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça et ce qu'on peut faire les fois prochaines pour éviter que ça se reproduise. Une deuxième épidémie qui m'a beaucoup marquée, donc elle c'était dans le service de réanimation où j'étais alors pas en stage, mais il s'agissait d'une grosse épidémie d'infection à Cinetobacter baumannii résistant à l'imipénem, qui a fait suite à un rapatriement sanitaire. Ça a été une épidémie d'une grande ampleur et qui a été extrêmement difficile à maîtriser à tel point que en fait, le service de réanimation du CHU, enfin un des services de réanimation du CHU a fermé pendant plus d'une semaine. Même si je n'étais pas directement concernée, vu que je n'étais pas en stage dans ce service, en fait, la fermeture de ce service, ça a été une source de stress énorme pour mon service et beaucoup d'autres services qui dépendaient aussi de cette réanimation, vu qu'en fait, pendant toute une période, on ne savait pas quand la réanimation allait réouvrir et on ne savait pas où, si on avait un patient qui avait besoin de soins de réanimation, on ne savait pas dans quel service il pourrait aller. Soit il fallait qu'il aille dans une autre réanimation qui n'était pas la bonne réanimation pour prendre en charge sa pathologie, soit il aurait fallu qu'il soit transféré dans un autre hôpital. Et enfin, la troisième expérience qui m'a marqué un peu comme tous les infectiologues, je pense, c'est le fait d'avoir exercé dans des unités dédiées Covid pendant la première vague de la pandémie, où on a eu beaucoup d'interrogations sur la transmission des virus respiratoires et on s'est beaucoup appuyé, on a beaucoup collaboré avec l'EOH de l'hôpital. Donc pour ce qui est des stages que j'ai fait dans le cadre de la FST, donc pour ce qui est de mon premier stage que j'ai fait au sein de l'équipe de prévention du risque infectieux de l'hôpital Bichat, c'est vraiment pour le coup d'un stage de terrain où en tant qu'interne, j'étais activement impliquée dans les différentes investigations du service, que ça soit les bactériémies associées aux soins et les infections du site opératoire, donc qui faisaient l'objet d'une surveillance systématique dont j'étais d'ailleurs aussi en charge, ou également pour les investigations de découverte de DHRE et de cluster. En toute honnêteté, je ne connaissais pas grand-chose à la prévention du risque infectieux quand je suis arrivée dans ce stage, mais j'ai énormément appris en me déplaçant dans les services avec le reste de l'équipe, en observant le reste de l'équipe travailler et en faisant tout simplement. Également, un autre point que j'ai beaucoup apprécié pendant ce stage, c'est le fait d'être impliqué dans les activités de communication et de formation de l'équipe auprès des services et également auprès des étudiants en médecine. Le deuxième stage que j'ai fait dans le cadre de la FST, donc c'était un stage en laboratoire où là, mes activités étaient beaucoup plus centrées autour de la surveillance épidémiologique. Donc j'étais notamment chargée d'une surveillance en temps réel des bactériémies associées aux soins dans le service d'hématologie, qui m'a permis de me servir de ma double casquette et de faire du conseil en antibiothérapie auprès de l'équipe médicale. Également, un autre point important de ce stage de
bactériologie, le fait d'être en fait présent à la source des résultats, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le signalement auprès de l'EOH et de voir comment le laboratoire et l'EOH travaillaient. Pour ce qui est de la formation théorique dans le cadre de la FST, donc j'ai effectué en candidat libre, j'ai participé en candidat libre au DU d'hygiène local donc du CHU de Nice. Je suis actuellement en train de faire le DU d'hygiène de l'Université de Paris. J'ai participé l'an dernier donc, au séminaire national de la FST et je participerai également cette année, ce qui est une très bonne occasion du coup pour rencontrer des internes qui viennent de toute la France, qui font également la FST, d'apprendre de leur parcours et surtout d'échanger sur les pratiques dans nos centres respectifs. Et également, j'apprends beaucoup aussi des séances de bibliographie avec le WASH où ils me font part de leurs expériences qui sont très précieuses. Actuellement, je n'exerce pas dans une OH, du coup, je suis en stage en tant que docteur junior dans un service d'hospitalisation de maladies infectieuses. Ce qui, en fait, je constate le lieu parfait pour mettre à profit toutes les compétences que j'ai pu acquérir en prévention du risque infectieux. Déjà, c'est l'occasion de mettre en œuvre les bonnes pratiques qu'on m'a apprises, mais c'est également une bonne occasion d'observer les pratiques des autres soignants, parfois voir des écarts aux bonnes pratiques, ce qui crée du coup un certain nombre d'opportunités de faire de l'éducation en direct. Je constate également que le fait que du coup, cette éducation vienne d'un membre de l'équipe qui connaissent déjà, c'est beaucoup mieux reçu. Il y a un échange qui se fait beaucoup plus facilement. Et par ailleurs, j'ai remarqué cette année que le fait d'avoir fait la FST hygiène, ça m'a vraiment propulsé au rang de référente en prévention du risque infectieux auprès de mes collègues. J'ai régulièrement mes co-internes et même mes chefs qui viennent me poser des questions, demander des précisions sur certaines précautions complémentaires ou quelles bactéries dépister pour un patient qui revient de l'étranger. Et je pense à la réflexion qu'en fait, il y aurait un intérêt dans beaucoup d'autres services d'avoir justement un professionnel formé en PRI qui pourrait jouer ce rôle de référent et faciliter le travail des EOH dans ces services. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup, Claire. Alors, au vu du timing, on va enchaîner directement avec la présentation de Manon, puis on vous fera une question à toutes les deux, je pense, en groupé à la fin. Ça marche. Hop, Manon, je te passe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Enfin, il est tout blanc, mais je ne sais pas si c'est normal. Alors, attends, je vais faire mon Ah, c'est bon, ouais. C'est bon? Il y a un joli arc avec une flèche, c'est parfait. Bon, super. Donc, je me présente du coup, moi, c'est Manon Caudron. Je suis interne en pharmacie hospitalière à Lille. Et je vais rapidement, du coup, vous raconter un petit peu mon histoire d'amour pour la PRI. Donc, l'objectif, c'est de partager mon expérience, mais aussi de vous expliquer un peu la passion pour la PRI et essayer de mettre un peu en avant la discipline, du coup, côté pharmacie hospitalière. Donc, au niveau de mon cursus, en fait, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu prendre un poste de faisant-fonction d'interne au niveau du CH de Douai. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, en toute honnêteté, j'avais fait ce stage sans trop savoir ce qu'était la PRI. Mais quand on m'a présenté un petit peu l'émission, on m'a parlé de surveillance, de formation, d'audit et d'alerte. Et je me suis dit que ça allait me plaire. Et effectivement, je suis tombée dedans. J'ai exercé pas mal de missions avec des audits, avec la gestion des alertes. Donc, vraiment, la découverte de la PRI en règle générale. Et derrière, en fait, j'ai orienté tout mon internat, du coup, vers la PRI. Donc, pour ma phase socle, du coup, en pharmacie, nous, la phase socle dure 2 ans avec 4 stages. Et on a des UE obligatoires à valider. Donc, j'ai fait mon premier stage en dispositifs médicaux, mon deuxième stage en pharmacotechnie et mon troisième stage en pharmacie clinique. Et en fait, on a la possibilité de pratiquer en PRI qu'au niveau du 4e stage de phase socle.
qu'on appelle les stages libres au niveau du CH de Lens, où j'ai pu réaliser d'autres missions, avec notamment la participation à des RCP d'infection en orthopédie, la création d'un antiseptoguide. Enfin, je pense que ça reprend un peu les idées qui ont été énoncées depuis le début de ce webinaire, avec une grande diversité en fait des missions dans la PRI. Ensuite, j'ai réalisé du coup ma FST, donc qui, contrairement à Claire, rajoute une année pleine en fait à l'internat. Donc c'était la première année où la FST était ouverte pour les internes de pharmacie hospitalière. Et ce qui est pas mal en fait, nous dans les Hauts-de-France, c'est que la FST est organisée en 2 stages de 6 mois. Le premier stage, c'est vraiment un stage de terrain en PRI pur, en centre hospitalier général. Et le deuxième stage se fait au CEPIAS. Donc c'était vraiment très bien de pouvoir avoir justement la vision un petit peu plus régionale. Et les cours étaient effectivement, comme l'expliquait le professeur Astagno, ceux du DU local. Donc pour mon premier stage, j'ai pu découvrir du coup tout ce qui était surveillance environnementale. On a beaucoup géré les alertes Covid qui étaient très actives à cette période-là. Et mon deuxième stage au CEPIAS Hauts-de-France m'a permis de vraiment me rendre compte de ce qu'était le suivi des signalements en région et de faire d'autres activités que je n'avais pas encore exercées en équipe de PRI plus classique. Ensuite, j'ai réalisé ma phase d'appro avec encore un stage en dispositifs médicaux, vu que le stage de début de phase d'appro doit forcément être un stage rattaché à la pharmacie hospitalière. Et j'ai réalisé mon 8e stage libre en PRI, où je suis retournée au CH de Roubaix pour faire ma thèse sur la vaccination des résidents en EHPAD et où j'ai pu découvrir le domaine de l'hémodialyse. Là, actuellement, en fait, j'ai candidaté pour avoir une année recherche pour pouvoir faire un Master 2, donc un Master spécialisé de santé publique que je réalise au Pasteur CNAM avec Arnaud Fontanet. Et je vais avoir la chance de réaliser mon stage au CEPIAS Pays de la Loire aux côtés du docteur Gabriel Birgan qu'on ne présente plus chez nous. Et en fait, le Master 2 est indispensable pour pouvoir s'inscrire en fait à l'école doctorale et pour pouvoir soutenir derrière une thèse de sciences dans le cadre du cursus hospitalo-universitaire. Donc, j'ai fait le tour un petit peu sur mon retour d'expérience assez rapidement pour pas qu'on finisse trop tard. Je voulais juste revenir en fait sur les atouts de la PRI pour les éventuels internes en pharmacie qui aimeraient s'orienter vers cette discipline. En fait, il y a une grande étendue des domaines d'expertise, comme on l'a vu. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. On est encore une fois une vraie fonction support, un petit peu comme en pharmacie, avec un côté vraiment très transversal, très pluridisciplinaire. On travaille avec tout le monde. Et on apprend énormément du travail d'équipe, et c'est ce que soulignait Solène. On travaille vraiment en collaboration complète en fait, avec les paramédicaux de notre équipe, et on en apprend beaucoup. Et il y a une possibilité en fait, d'orienter les actions et l'activité en fonction de ce qu'on préfère faire. Les qualités qu'on développe en PRI, je dirais que c'est surtout des capacités d'adaptation, de la patience, mais aussi la créativité. On apprend beaucoup sur la communication et on développe beaucoup les compétences en formation. En fait, j'ai du mal parfois à comprendre pourquoi certaines personnes ont peur de s'orienter vers cette discipline, parce qu'on a beaucoup d'atouts en tant que pharmacien hospitalier. On a notre expertise de base en microbio, en antibio, en dispositifs médicaux et en stérilisation, qui sont très importantes dans les équipes. On a des facilités au niveau de la surveillance de par notre bagage en épidémiologie et en statistique. Les investigations, on arrive à le faire assez facilement. On a aussi tout le bagage sur l'assurance qualité avec le côté évaluation des pratiques, recommandations, procédures et gestion de crise. Et on a aussi appris quand même à mettre en place des formations et à piloter des projets. Le côté fonction support, du coup, ne change pas, même s'il est un peu plus étendu en EPRI qu'à la pharmacie. Au niveau des enjeux et des défis, du coup, je pense qu'il faut que l'on pense à augmenter un petit peu la visibilité parce que les rôles et les missions du travail en PRI sont souvent mal connus par les internes en pharmacie et je rejoins du coup Guillaume, la spécialité est encore un peu trop résumée au bio-nettoyage. Même mes collègues, en fait, ne savent pas exactement ce que je fais. Et au niveau de l'accessibilité, le problème, c'est qu'on ne peut faire des stages en PRI que durant les stages libres. Et ce sont des stages qui ne sont pas rattachés à la PUI, donc qui ne sont pas obligatoires en fait dans la maquette.
ce qui limite un petit peu parfois la possibilité de découverte en fait de la discipline. C'est très important du coup, si jamais il y a des seniors, de demander des FFI, même s'ils sont assez courts, parce que ça permet d'avoir un parcours un petit peu comme le mien, où on peut découvrir en fait la discipline avant même de commencer l'internat, et de derrière pouvoir axer tout l'internat autour de cette notion-là. Et les partenariats avec les coordonnateurs régionaux sont également très importants en région. L'évolution du métier, en plus, va être vraiment intéressante dans les années à venir, avec déjà l'intégration du développement durable, tout ce qui est nouvelles technologies, avec les logiciels métiers et l'intelligence artificielle, et le fait de remettre le patient un peu acteur de sa santé, et du coup de ne plus forcément concentrer notre activité sur les soignants, mais aussi autour des patients. On m'avait demandé de raconter rapidement mes meilleurs et mes pires souvenirs. Alors, mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'avais donné un moyen mémotechnique sur l'indication du port des gants à une soignante qui, tous les jours, en me croisant dans les couloirs, me disait « merci, merci, maintenant j'ai mieux compris ». Donc, on se sent vraiment utile, en fait, dans notre travail. Et le pire souvenir, alors je ne sais pas si le docteur Laurence du CH de Roubaix est là, mais on a eu une fuite, en fait, avec un effondrement du plafond en stérilisation qui s'est passé en fait un 24 décembre 2021. Et donc, autant vous dire que organiser les prélèvements environnementaux un 24 décembre à 16 h, ça avait été vraiment compliqué, quoi. Mais sinon, c'est vraiment une discipline qui est passionnante, et j'invite vraiment mes collègues à réaliser au moins un stage dans cette discipline pour voir un petit peu ce que c'est. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis je repasse du coup la parole à Stéphane. Merci Manon. Donc on va faire une question commune pour toutes les deux, toi et Claire. En fait, c'était notamment concernant l'accessibilité à la FST dans vos régions respectives. Est-ce que vous avez, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'étais la première interne qui a réalisé la FST à Nice. Donc, je me suis pas mal inspirée de ce qui avait pu être fait dans d'autres régions. Et moi, je m'étais adressée à mon coordonnateur de DES de maladies infectieuses, du coup, pour en apprendre plus. L'avantage d'être la première, c'est que du coup, j'avais vraiment l'impression de paver le chemin et d'avoir beaucoup de liberté sur les stages que je pouvais faire et la manière d'aménager ma FST. Donc, pour le coup, j'ai pas du tout trouvé que ça soit bloquant. Moi, c'est pareil. J'étais du coup la première interne de pharmacie, mais comme ça avait déjà été mis en place pour la médecine et pour la biologie, en fait, on contacte le pilote, et puis en général, on est assez facilement guidé, quoi. Oui, vous n'avez pas eu d'obstacle particulier à la mise en place des terrains stages et quoi que ce soit, quoi. Non. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup. Alors, on a un peu débordé du timing, donc on a eu quelques questions entre-temps. Comme a dit Delphine tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est en fait de faire une FAQ qu'on vous enverra après. Voilà, on demandera aux différents intervenants de répondre aux questions. Un grand merci à tous les intervenants pour cette session, pour des présentations aussi riches que variées. Avec plaisir. Voilà, prochaine étape, il y aura les replays qui vont être disponibles donc à partir de demain sur la chaîne YouTube de la SFDH. Et les prochaines étapes, c'est qu'en fait au congrès, il y aura côté GPRI en fait un prix poster cette année. C'est une nouveauté, si je ne me trompe pas, Delphine, de cette année en fait, où voilà une petite commission pour un prix du poster au niveau du congrès. Il y aura un jeu aussi, une animation, question pour une friction. Voilà, donc il faut participer en équipe, donc n'hésitez pas si vous venez au congrès à vous inscrire. Et surtout, voilà, si vous voulez vous tenir au courant de toutes les activités que j'ai prises, voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, etc. Merci beaucoup à tous les intervenants, et puis bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.